Le projet de loi sur la bioéthique qui est entré en phase de discussion à l'Assemblée nationale m'oblige à aborder cette question devant vous aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui m'a été demandé. Oui, je dois vous dire deux choses. J'avais pas prévu en venant à Paris de parler de ça. Et je suis passé dans plusieurs radios là déjà, et j'ai publié un livre sur la notion de gloire qui n'a pas à voir directement avec ce sujet-là, et on a cessé de me harceler sur cette question d'actualité. Finalement, je n'ai parlé que de ça. Donc voilà, je voulais vous dire qu'il y a aussi d'autres sujets, vous avez le droit de les aborder. Et puis, je voulais aussi vous dire, parce que ça on m'a demandé de le faire, j'ai une pièce de théâtre qui va commencer à être jouée le 4 octobre, et il y a quelqu'un dans la salle en fait, qui m'a demandé si elle pouvait distribuer les tracts de cette pièce. Je m'en réfère à Joseph, est-ce que c'est vous? Oui, elle peut le faire. Voilà. C'est une pièce qui s'intitule La conversion de Don Juan, et il n'y est pas parlé de bioéthique. Alors, je ne vais pas vous faire un discours encyclopédique sur les nouvelles technologies du vivant, sur les différentes manières d'éditer le génome humain. Ce à quoi je vais me livrer, faute de compétences, je dirais, technoscientifiques dans ce domaine, c'est une réflexion philosophique. Alors, on va faire de la philosophie, on va réfléchir au niveau de certains principes. Ça sera peut-être un peu abstrait pour certains, mais j'essaierai d'être le plus clair et le plus distinct possible. L'intitulé, donc, ce sont les technologies du vivant. Et déjà, je voudrais faire une distinction, qui est une distinction majeure et qui va nous servir par la suite. La première chose, c'est que la technologie produit des objets, des appareils. En anglais, on dira devices. Je dis bien des appareils parce que l'appareil technologique se distingue de l'outil ou même de la simple machine. Il y a quelque chose qui est lié à l'électronique ou alors à une manière d'entrer dans quelque chose qui n'est plus simplement du mécanique, mais qui dépasse notre capacité de voir. Donc, la technologie produit des appareils, produit des dispositifs qui échappent à notre capacité habituelle de perception dans leur mode de fonctionnement. De l'autre côté, lorsqu'on parle du vivant, et lorsqu'on parle de l'opération la plus haute d'un être vivant, vous savez qu'un être vivant a trois opérations de base, la nutrition, la croissance et la génération, l'engendrement. Et donc le propre d'un vivant, c'est d'engendrer des vivants, d'autres vivants qui lui sont semblables. Alors oui, faites attention, parce que dans un cas, la technologie, on produit des objets. Dans le cas du vivant, on engendre. Il y a la différence entre les verbes déjà, produire, engendrer. Bien, des êtres vivants qui donc sont d'une certaine façon, à plus forte raison pour l'humain, mais déjà pour le vivant le plus élémentaire, des sujets, pas que des objets. Vous voyez, c'est un être vivant, c'est toujours un centre, d'activité avec une certaine forme d'autonomie et qui est en interaction permanente avec un environnement. Et ça, depuis le vivant de base, et puis ça devient de plus en plus complexe et différencié. Vous avez le sujet humain, vous voyez, libre, face au monde et qui entre en relation avec le monde, qui est capable de connaître le monde tel qu'il est. Vous voyez, mais il y a déjà, vous voyez, cette chose-là, un sujet. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je vais faire le lien entre les choses. D'abord, la première chose, c'est que l'homme est un vivant, et c'est un vivant qui invente et use de technologie.
Nous sommes des vivants qui avons cette spécificité, c'est qu'il est dans notre nature de nous perfectionner toujours dans une culture. Et d'emblée dire ça, vous avez remarqué que je ne suis pas dans l'opposition de contrariété ou dualiste entre nature et culture. Vous comprenez? La nature humaine se déploie toujours à l'intérieur d'une culture. Vous naissez avec une langue, dans une société, et cette société permet plus ou moins de déployer votre humanité. Et inversement, d'ailleurs, la notion de culture, comme dans l'agriculture, et son fondement, présuppose une nature. Il n'y a de culture qu'à partir d'une nature qui est donnée. L'agriculteur, l'arboriculteur va avoir un arbre, sans doute au départ des arbres plutôt sauvages, et puis ils vont être greffés, sélectionnés jusqu'à devenir de beaux arbres fruitiers qui vont donner du fruit en abondance, moyennant des tailles régulières, un soin permanent. Vous voyez, mais la culture s'appuie toujours sur un dynamisme naturel, quelle qu'elle soit. Donc vous voyez, ceux qui disent nous croyons que tout est culture, présupposent toujours qu'il y a une nature. Alors, le sens du mot culture, on peut dire ça. Peut-être pas le sens du mot ingénierie, par exemple, mais le sens du mot culture présuppose toujours une nature. Donc, la technique, et même la technologie, et j'évoquerai après la différence entre les deux, font partie de la vie humaine. Et d'entrée de jeu, puisque l'homme est un vivant qui produit des technologies, il faut admettre que chercher une authenticité par un retour à une pure nature en dehors de toute culture et de toute technique, c'est vouloir devenir une bête ou se prendre pour un vieux. C'est le propre de l'homme, pour un ange j'aurais pu dire, mais c'est le propre de l'homme que de se déployer à travers la technique. Et juste une petite remarque au passage, les étudiants qui sont présents savent justement, connaissent bien ce paradoxe, hein. L'idée d'un retour à la nature, l'idée de la nature comme lieu d'harmonie. Vous voyez, il suffirait qu'on abandonne toutes ces choses, l'électricité, le nucléaire, etc. Et puis on revient à la pure nature et on va entrer dans des cycles naturels merveilleux. Vous voyez, bon, quand même, il y a des animaux qui mangent d'autres animaux, mais on ne va pas trop y regarder parce que ce qu'on a vu d'abord, c'est vampire. Ce qu'on a vu d'abord, la nature, c'est nos fonds d'écran. La nature, la pure nature, c'est les documentaires animaliers de BBC. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ces documentaires animaliers de BBC qui ont l'air de nous immerger dans une nature dont on est absent, dépendent d'un perfectionnement technologique de la captation d'images et de sons qui est extraordinaire. C'est grâce à des drones que nous pouvons avoir l'impression d'être dans la pure nature. Une nature harmonieuse, etc. Donc vous voyez, en réalité, c'est l'hyper-technologisme qui nous fait fantasmer une nature, une pure nature, où l'homme pourrait s'insérer, au fond, comme un rouage à l'intérieur d'un grand écosystème merveilleux. Il faut faire attention, l'homme est un être d'histoire et de culture. Et s'il y a un enjeu à retrouver un rapport au cycle naturel, en raison de la crise écologique, de la catastrophe écologique qui se prépare, il est évident aussi que nous sommes des êtres de technique, de culture, que c'est dans notre nature même, et qu'abandonner ça au nom d'un retour à la nature est une fiction extrêmement dangereuse. Donc, la technique est une dimension essentielle de ce vivant qu'est l'homme. Première manière d'entendre les technologies du vivant, à partir de ce qu'on appelle un génitif subjectif, c'est-à-dire qu'il y a un vivant, qui est le sujet qui produit des technologies, et c'est l'homme. Et ça, c'est normal. Il ne faut pas, vous voyez, au nom de certaines dérives technologiques, vouloir diaboliser la technologie comme telle serait une grave erreur.
D'un autre côté, cependant, lorsque, et là je prends le génitif objectif, les technologies du vivant, c'est-à-dire les technologies qui s'appliquent maintenant au vivant, pas qui sont produites par ce vivant qui est là, mais qui s'appliquent au vivant. Lorsque le vivant n'est plus engendré par un autre vivant, mais qu'il devient le produit d'une biotechnologie. On en arrive à un problème. Un problème majeur parce qu'il y a une évidente contradiction entre la logique de l'engendrement et la logique de la fabrication, de la production. Donc, il est normal que l'homme comme vivant produise la technologie, génitif, subjectif, mais lorsque la technologie s'applique au vivant, on est face à un problème, parce qu'il va y avoir la rencontre de deux logiques complètement différentes. Une logique de fabrication et une logique d'engendrement. Et puis, ces deux logiques peuvent s'exprimer de la façon suivante. Dans un cas, la logique de la fabrication, il s'agit de produire un objet. Alors, il se trouve que cet objet est vivant, accessoirement, on pourrait presque dire. Alors que dans l'autre cas, il s'agit de donner naissance à un sujet. D'accord? Vous voyez la différence? Maintenant, je vais opérer une confrontation plus radicale de ces deux logiques différentes qui ont chacune leur cohérence propre. Qu'est-ce qui se passe dans l'engendrement? L'engendrement qui se fait par un acte charnel. Il s'agit à chaque fois de transmettre avec une personne de l'autre sexe la vie que nous avons reçue. Donc il y va de l'union d'un homme et d'une femme, ça se joue dans l'engendrement. C'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est donné comme ça dans la nature. Alors peut-être qu'on peut dire dans un second temps que la nature est fasciste. Pourquoi est-ce que c'est pas alternativement l'homme femelle qui porte ou le mâle? Voilà, pourquoi est-ce que c'est pas comme les huîtres qui changent de sexe selon les mois? Mais ça peu importe, il n'en demeure pas moins que c'est un donné naturel et c'est la logique naturelle de l'engendrement. Dans ce cas-là, il y a un père et une mère qui n'y comprennent rien. D'abord, ils ne comprennent rien, ils ne se comprennent pas l'un l'autre, parce que c'est un homme et une femme. Moi, ma femme, ça fait 19 ans qu'on ne se comprend pas. Pourtant, on cesse de se connaître davantage, et on se comprend toujours moins. Même si elle a sacrifié les plus belles années de sa vie pour moi, réciproquement. Mais surtout, on transmet une vie dont on n'a rien compris. On la transmet d'une certaine façon telle qu'elle. Okay. On transmet la vie. On ne transmet pas ce qu'on a compris de la vie. C'est ça le propre d'une mère. D'abord, la mère va laisser place dans son propre corps à un processus qu'elle ne comprend pas, qui est complètement mystérieux pour elle. Tu m'as tissé dès le sein de ma mère, dit le psaume. Tu me connaissais les seins de ma mère, c'est toi qui m'as tissé dans son sein. Ces expressions disent bien, contiennent une vérité phénoménologique, c'est-à-dire que la femme éprouve cette conception, cette croissance d'un embryon, et ça se fait sans son intervention, je dirais, en tant qu'artisan. Ça se joue en elle, ça se déploie en elle. Avec elle, bien sûr, mais vous voyez, cette conception qui se fait dans son sein n'est pas le produit d'une conception qui s'est faite dans sa tête. Il y a une différence, hein. Quand vous êtes dans la fabrication, la conception se fait dans votre tête d'abord. Mais là, la conception qui se fait dans le sein, c'est la vie tout entière. La conception qui se fait dans ma tête, c'est forcément ce que j'ai compris de la vie, c'est pas pareil.
Quant au père, le pire de tous, en termes d'incompréhension, d'abord parce que l'enfant naît en dehors de lui, donc souvent il faut attendre la naissance pour qu'il comprenne qu'il s'est passé quelque chose. Là, à ce moment-là, il est complètement démuni. Lui qui est encore une sorte d'adolescent attardé, qui aime sa solitude, qui aime bricoler tout seul dans son coin, voilà qu'il a un enfant qui doit s'en occuper, et alors ça lui échappe complètement. Il cherche vainement un mode d'emploi, il sait y faire éventuellement, mais là, il ne s'agit pas d'y faire avec quelque chose, vous voyez. C'est vrai que l'homme est plutôt un fabricant, du côté du travail des mains, mais là, face à un enfant. Donc, après plusieurs tentatives pour s'en débarrasser, en le mettant dans un tiroir, en essayant... il se sent tout d'un coup responsable de cet enfant, alors qu'il n'a pas compris, qu'il ne sait pas exactement ce qu'est la vie, donc ça rate. Forcément, il n'y a pas de père parfait ici-bas. Ou plutôt, aucun père n'est le père. Bon, voilà. C'est pour ça que généralement, il y a des problèmes éducatifs majeurs. Soit dit en passant, une forme d'argumentation qu'on dit, oui, vous voyez, si c'est deux femmes qui éduquent un enfant, ça va être moins bien, c'est mieux que ce soit un père et une mère, parce que, vous voyez, non, en fait, c'est pas, du point de vue de la compétence éducative, deux femmes qui ont été diplômées, par exemple, en matière d'éducation, sont très supérieures à un homme et une femme qui ont un enfant, parce qu'ils ont simplement couché ensemble. Et d'avoir couché avec une femme, ça ne donne aucune compétence particulière en matière éducative, vous avez remarqué. Donc, pourtant l'enfant est là. Et là, forcément, donc, comme c'est un don qui passe à travers nous, c'est la vie, c'est pas moi qui ai donné la vie à mes enfants, c'est la vie qui s'est donnée elle-même à travers moi et ma femme, vous voyez, on a fait ce don de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous dépasse. Comme ça nous dépasse, c'est une aventure, et donc c'est un drame. Pour le faire, ça suppose une certaine dose d'imprudence, en tout cas de non-calcul. Forcément, vous ne pouvez pas calculer complètement. Je dis toujours, vous ne pouvez pas avoir un enfant au terme d'un calcul. Parce qu'au terme d'un calcul, vous voyez, il faudrait que je me dise, ça y est, je suis suffisamment compétent pour être un bon éducateur, un bon père. Je sais que j'aurai les moyens de me procurer le bonheur. Non, en fait, ça se fait parce qu'il y a l'amour, parce que l'amour, naturellement, aboutit à ça. Donc, on est dans une logique, je dirais, où il y a une part, en fait, une prudence, en réalité, qui s'enracine dans les profondeurs de la nature, entre une confiance en la vie et en réalité une sorte d'abandon à une providence. On est dans une logique de providence et pas dans une logique de programme ou de simple projet parental, comme on aime à le dire aujourd'hui. Donc vous voyez, dans cette logique-là, il y a une mère qui n'est pas une matrice transparente dans laquelle on sait ce qu'on a mis. On ne sait pas comment ça se fait. On a un père qui n'est pas un expert. Il n'a rien compris. On est dans un don qui aboutit forcément à un drame, puisqu'il y a plein de choses qui nous échappent, on ne comprend rien, on sera maladroit. On est forcément dans un abandon à la providence, pas dans un programme. À tel point qu'il y a toujours la possibilité, non seulement des ratages éducatifs, mais même du ratage génétique, possibilité d'engendrer un monstre. Moi j'aime bien le mot monstre, hein, il ne faut pas se voiler la face. Une personne différente, s'il vous plaît. Et dès lors, il va y avoir une certaine éthique dans cette logique de l'engendrement, qui est la responsabilité pour ce qui nous échappe. En gros, ça nous a échappé, et ça nous échappera encore, mais on en est responsable.
Et on en est responsable à partir d'un lien qui est un lien irrévocable, inconditionnel. Votre père est toujours votre père, mon enfant est toujours mon enfant. Là, on ne peut pas faire autrement, c'est pas comme l'amitié, l'amitié peut se rompre. Un ami peut ne plus être un ami, mais là, c'est un lien irrévocable. Un lien qui n'est pas le produit simple de notre volonté. Et que notre volonté, c'est un lien contractuel. Donc il y a une éthique qui est la responsabilité pour ce qui nous échappe, et il va y avoir aussi une technique très importante, très importante. Parce que vous ne croyez pas qu'on a un enfant comme ça. Pour le père, bien sûr, il y a la recherche d'une forme d'attention paternelle, mais je dirais même dans l'acte de la naissance même, il y a par exemple la technique de la sage-femme. Vous voyez, la sage-femme, c'est le modèle même pour le père. Vous savez, depuis Socrate, on sait que, en fait, la maïeutique, c'est le modèle de la philosophie. Et donc, le travail de la sage-femme a été présenté comme le modèle de tout déploiement intellectuel, même spirituel. On accompagne quelque chose qui se fait obscurément, vous voyez, le déploiement de la vérité en quelqu'un. On n'est pas en train de lui asséner, vous voyez, des idées, de bourrer le crâne comme dans une idéologie. Mais vous voyez, le modèle technique, c'est un modèle qui va en plus marquer la pensée en général, c'est la sage-femme. Alors ça, vous voyez, il y a une logique particulière. Quand on est dans la technologie, la biotechnologie, on fabrique in vitro un être qui répond à un projet parental, qui doit répondre à un projet parental. In vitro, ça veut dire en transparence. On n'est plus du tout dans l'opacité du ventre maternel. La matrice, là, c'est une éprouvette transparente. Donc on voit ce qui se passe. Le problème, c'est que, vous voyez, comme c'est un projet, on pourrait à un moment dire « Ah ben non, c'est pas conforme à notre projet ». Pour ça d'ailleurs que dans le projet de loi que nous avons aujourd'hui, vous savez, il y a cette question, on étend la PMA, qui donc n'est plus liée à une question d'infertilité pour cette raison. Alors, on l'étend aux couples de femmes et aux femmes dites non mariées. D'accord ? Avec possibilité d'ailleurs de double don de gamètes, c'est-à-dire qu'elles ne seraient que porteuses. Vous comprenez, hein, jusqu'ici. Mais vous voyez bien, quand il y a deux femmes, c'est pas parce qu'elles sont infertiles. Donc forcément, on dit, ben, c'est pas l'infertilité qui est la condition de l'accès à la PMA. Donc ça va se répercuter sur les couples d'hommes et de femmes qui vont, même s'ils sont fertiles, vont avoir droit à la PMA. C'est que la PMA, qui jusqu'ici apparaissait comme une compensation à l'infertilité, non pas un soin, c'est déjà un problème par rapport à la définition de la médecine, ça on pourrait voir, mais une compensation à une infertilité devient désormais une option présentée au couple déjà d'un homme et d'une femme, où en gros on vous dit est-ce que vous voulez avoir un enfant par voie sexuelle ou par voie biotechnologique? L'alternative, c'est pour ça que les deux logiques, c'est ça que c'est important de mettre en évidence les deux logiques. Qu'est-ce qu'implique la voie sexuelle, qu'est-ce qu'implique la voie biotechnologique? Alors vous voyez, il y a un problème parce que puisque ça dépend d'un projet, il va falloir quand même que l'enfant soit dans ce que le projet de loi appelle une filiation sécurisée, du point de vue du droit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander une déclaration anticipée de volonté des deux femmes et de la femme. C'est-à-dire qu'avant le transfert d'embryon, avant, oui, soit le transfert d'embryon, soit l'insémination.
ça peut se faire de deux façons. Soit il y a eu double don de gamètes, et alors à ce moment-là c'est un transfert d'embryon, soit il y a tout simplement insémination, donc avec un donneur de sperme unique. On va leur demander, avant que ça se fasse, de faire une déclaration solennelle signée que ce qui va advenir, on va le garder, enfin ça va être un enfant, ça va être notre enfant. Donc on fait une déclaration anticipée de volonté qui va être, écoutez la chose, la parole, irrévocable à compter de la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Parce que vous voyez, il faut que ce soit sur le modèle de la filiation soit adoptive. Quand vous adoptez un enfant, vous savez que c'est irrévocable. Soit dit en passant, un des grands problèmes de l'islam, lié à l'histoire du prophète, vous savez, le prophète avait adopté un garçon. Ce garçon, quand il a grandi, il a eu une très jolie femme. Puis le prophète s'est dit, tiens, cette jolie femme, j'aimerais bien me la faire. Et, enfin, il le disait de manière plus spirituelle, bien sûr, c'est un prophète. Et alors, il a dit, mais en fait, je t'avais adopté, mais maintenant, je ne t'adopte plus. En fait, t'es plus mon enfant, après tout. Qu'est-ce qu'on a comme lien? Donc, voilà, ta femme, bah, voilà. C'est très intéressant, et à cause de ça, dans la culture, enfin, dans le droit islamique, l'adoption est révocable. C'est monstrueux, hein, vous remarquez, parce que ça veut dire qu'on n'a pas à proprement parler une filiation, on n'est pas sur le modèle de la filiation, qui est nécessairement irrévocable, son modèle, mais, vous voyez, sur le modèle d'un contrat. Et puis, si ça ne me convient pas au bout d'un moment, parce que ma belle-fille me plaît, il faudrait que ça devienne plus ma belle-fille, mais une femme quelconque, eh bien, je peux révoquer. Ah, c'est une grande question. Non, l'adoption, c'est irrévocable parce que c'est sur le modèle, vous voyez, de ce lien irrévocable, qui est le lien de filiation. Donc, on essaie, vous voyez, de rester dans la logique de l'engendrement. Mais en fait, on est déjà dans la logique de la fabrication et on ne voit pas pourquoi ça reste. L'enjeu ici, c'est d'essayer, alors même qu'on est dans une fabrication, d'éviter le service après-vente. Parce que c'est ça le problème. Après tout, c'est un produit, vous aviez un projet, vous fournissez un produit, et puis vous dites, écoutez, le produit ne me convient pas, donc je veux le service après-vente. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut les retourner? Satisfait ou remboursé? C'est ça la question. Or là, on veut l'éviter. Cependant, article 1, alinéa 10 du projet de loi. Et j'ai bossé avant de venir. Je me suis tapé ce texte insipide pour vous. Vous voyez mon abnégation. Au lieu de lire de la grande littérature. Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci. Comprenez ? Vous avez eu une tentative qui a échoué, on a fait plusieurs embryons, vous savez qu'on a mis en stock, le stockage embryon, après on sait pas, quand il y en a une qui réussit, le problème c'est qu'on ne sait pas quoi faire de ce stock d'embryons. Voilà. Mais là, le projet de loi dit qu'il faut débrancher le congélo. On s'en débarrasse. Sachant que, du point de vue même d'une éthique chrétienne, je vois mal ce qu'on pourrait faire d'autre. J'avais suggéré dans un de mes livres que les nouvelles chrétiennes, au lieu de se laisser dévorer par les lions, réclamaient l'implantation d'un embryon congelé dans leur sein. Vous voyez que c'était ça une manière de se livrer aujourd'hui. Mais vous voyez, vous cautionnez la technique. Donc vous ne pouvez pas le faire. On ne sait pas quoi faire, on est perplexe. Et parfois, quand il y a, face à des produits de quelque chose, on a manqué de précautions, etc., on est dans une situation morale qu'on appelle la perplexité. Ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire. En tout cas, là maintenant, on autorise à se débarrasser de ces embryons avec le nouveau projet de loi. Donc là, une nouvelle tentative de fécondation in vitro, c'est-à-dire la production de nouveaux embryons. On doit utiliser d'abord les embryons qui ont été déjà produits et conservés. Mais écoutez la suite, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. Donc vous voyez,
on est dans le contrôle de qualité. Parce qu'on est dans un produit. C'est la logique même du produit. Une production qui se fait de manière transparente, on ne va pas fermer les yeux. On voit ce qui se passe. Et si on voit ce qui se passe avant l'implantation, on peut être dans un diagnostic pré-implantatoire, il est évident qu'on ne va pas mettre de trucs de mauvaise qualité. Donc, vous voyez, parler d'un embryon avec un problème de qualité, enfin se révèle ici, de manière cohérente, la logique du produit. Et je trouve que ça, c'est plus intéressant que le moment où on dit qu'il faut faire un lien irrévocable par la déclaration. Parce que là, on voit émerger cette logique dans sa vérité. Et c'est pour cela que, au fond, la déontologie même veut qu'on aille jusqu'au bout. Parce que si vous faites une chose in vitro, vous ne pouvez pas fermer les yeux, puisque c'est pré-implantatoire, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour donner au projet parental, répondre au projet parental en offrant un produit sans défaut. Vous voyez, dans la logique du produit, la déontologie m'oblige à donner un produit sans défaut. Il faut que ce soit du travail bien fait. La notion de travail bien fait dans l'union sexuelle et l'engendrement, ça ne marche pas, enfin, sauf pour les adeptes du Kama Sutra, enfin, mais ce n'est pas dans l'ordre de l'engendrement. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire un travail bien fait? Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ne relève pas de notre travail. En revanche, là, on est dans la logique du travail bien fait et on a ce devoir d'aller jusqu'au bout dans le travail bien fait. Je ne vais pas vous dire, vous venez m'acheter un iPhone, et puis je vous dis, bon, peut-être qu'il aura des fonctions qui ne marchent pas. Peut-être qu'il sera un peu cassé. Enfin, vous le donnez avec l'écran fêlé, mais c'est comme ça. On a laissé faire le hasard. Pourquoi vous laissez faire le hasard quand vous pouvez ne pas le laisser faire? Parce que vous êtes dans une logique technologique de fabrication. Il n'y a pas de raison. Ce qui m'a conduit à un débat. Vous savez, j'ai fait un débat avec un des pionniers de la fécondation in vitro. Ils étaient deux, René Freeman et Jacques Testard. Jacques Testard, depuis, s'est rendu compte de l'horreur que c'était. Et donc, il s'est devenu le pire ennemi de son collègue d'alors. Et un jour, j'ai eu un débat avec lui, et c'était un débat franc renversé, parce qu'il n'a pas vu ce que je voulais dire exactement. Parce que Jacques Testard, il disait, bon, on peut faire la fécondation in vitro, mais il faut laisser faire le hasard. Et je lui dis, vous manquez d'éthique. Si c'est in vitro, vous voyez ce qui se passe, vous devez aller jusqu'au bout du in vitro. Vous devez aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas laisser faire. Pourquoi vous faites laisser faire le hasard? Au nom d'une référence à la nature, c'est-à-dire que vous essayez de faire en sorte que la logique de la fabrication soit encore subordonnée à la logique de l'engendrement, mais alors même que vous avez le pouvoir. Donc, si vous avez laissé faire et que l'enfant, c'est un enfant handicapé, vous êtes responsable. Ce qui n'est pas le cas quand c'est par voie sexuelle, encore que si vous aviez l'alternative, on pourra dire désormais, vous êtes responsable. Vous avez remarqué, j'y reviendrai. Ah oui. Donc, je disais à Jacques Testard, non, vous faites une fécondation in vitro, vous avez le devoir de faire un enfant qui a été sélectionné génétiquement, comme ce qu'on peut faire de mieux. Bon, avec le matériel de départ, parce que si c'est les gamètes de ses parents qui sont un peu tarés, on ne pourra pas faire non plus de protection. Mais, moi j'ai taré, c'est vrai ce que vous voulez faire. Encore qu'il pourrait dire, mais non, nous on veut, vous voyez les gamètes, on veut qu'il y ait du enhancement, comme on dit, que ce soit mieux que ce que nous avons fourni. Travaillez, les gars, vous avez une science génomique, pourquoi est-ce qu'on vous paye? Allez-y. Et donc, vous voyez, et c'est normal qu'on aille jusqu'au bout dans le zéro défaut. Et donc Jacques Testard, il s'indigne, il dit, mais comment est-ce que vous pouvez dire ça? Mais je dis, mais c'est la déontologie du fabricant. De la même façon, le rapporteur de la loi, vous savez, Jean-Louis Touraine, on l'a attaqué. Parce que Jean-Louis Touraine, il est un petit peu plus... il va aller un petit peu plus loin. Par exemple, il veut que, puisque 2 femmes c'est possible, il voudrait que ce soit possible aussi pour 2 transgenres. Ou un transgenre, et je ne sais pas exactement comment il faire, parce qu'il y a vraiment cette question de l'utérus, enfin on verra. En fait.
puis on doit avancer. Il faut répondre à la demande sociale. Et puis, il veut aussi que ce soit possible une fécondation post-mortem. Alors là, la loi dit non. Mais lui, il a dit, moi je suis rapporteur de la loi, moi je suis plutôt pour. Après tout, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, si on est à la logique de fabrication, que le projet parental, c'est d'avoir un enfant avec si je suis une femme, bien sûr, avec mon époux défunt, et on récupère. C'est beau, ça rappelle presque la résurrection. Parce que n'oubliez pas que dans les technologies du vivant, il y a cette parodie effrayante d'une technologie qui cherche en fait à s'incarner. Enfin bon, parodie de l'incarnation, peut-être quelque chose. Un renversement du credo. Vous savez, quand on dit du Fils qui est engendré, non pas dit créé, on a latin, on dit engendré et non pas fait. Et on dit, c'est la question de faire, du faire et de l'engendrement. Engendré et non pas fait. Et là, vous voyez, ce qu'on veut, c'est un être qui est fait et non pas engendré. Et le renversement complet de ce qui est dit de la filiation divine. Et il faut que ce soit fait, mais bien fait. C'est la logique du travail bien fait. Donc vous voyez, là, on est face... Oui, je vous le disais, Jean-Louis Touraine, il est très bien. Je pense même qu'il ne va pas assez loin. Il faut être cohérent. Dans la logique de la fabrication, il faut être cohérent jusqu'au bout. Et donc, ne pas nous fournir des iPhones qui dysfonctionnent. Produire des enfants, puisqu'on les fabrique, avec un vrai contrôle de qualité, avec éventuellement un service après-vente. En tout cas, on nous donne vraiment ce qu'il y a de meilleur sur le marché technologique. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. C'est la logique de la fabrication, c'est l'éthique de la fabrication. C'est plus une éthique de la responsabilité, où on est responsable, on répond à un donné qui nous a échappé. Vous voyez, responsabilité, c'est répondre à quelque chose qui nous précède. Non, là, qui nous échappe. Là, on a un devoir de bien faire son travail. Il ne s'agit pas d'être responsable, il s'agit d'avoir tout bien ficelé, programmé. Et vous voyez, c'est le problème général, en fait, ce que je vous dis là, de la bioéthique. Si la bioéthique était vraiment ce qu'elle doit être, eh bien ça ferait longtemps que nous produirions des enfants dans des incubateurs. Mais c'est un peu troublant ce que j'ai dit, vous avez compris, vous avez l'impression que j'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Mais non, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que la bioéthique ne se pose pas de questions fondamentales. Elle est une sorte d'encadrement des technologies. Comme ça que conçoit le gouvernement. Une gouvernance. J'ai noté la phrase qui est assez étonnante. Voilà, il s'agit d'installer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées des sciences et des techniques. Donc, vous voyez, c'est la bioéthique qui doit s'adapter, c'est elle qui doit s'adapter, la gouvernance, c'est elle qui s'adapte au rythme des avancées, etc. On ne sait pas que les avancées sont mesurées par une éthique qui se pose des questions, c'est nous qui devons. Donc, en fait, on essaye de mettre des limites, un cadre. En réalité, ce qui se passe, c'est que le comité consultatif national d'éthique, ce nœud, est un sas qui fait que si on proposait les choses tout de suite, les gens seraient scandalisés, mais on les laisse un petit peu de temps dans ce sas, et après, ça passe comme une lettre à la poste. Alors, ça sert à ça, un comité de bioéthique. Et si on va jusqu'au bout, cette bioéthique, en fait, est incapable de répondre aux questions qui se posent aujourd'hui. Parce que si la bioéthique n'est qu'une simple déontologie par rapport à une proposition qui est technologique, eh bien, on doit aller jusqu'au bout et aller vers le produit zéro défaut. Face à ce qui se passe, on ne peut pas se contenter de ce qui s'appelle aujourd'hui
Parce que ce qui se passe pose des questions anthropologiques fondamentales. C'est pour ça que vous devez devenir un philanthropos. En fait, ça, c'est un teaser. Une année, vous allez enfin penser. Il y a des témoins, là, je les ferai parler après. C'est conçu comme une soirée évangélique. Il y a des témoins, des larmes et tout. Et des questions anthropologiques fondamentales qui renvoient à des questions métaphysiques fondamentales. Question anthropologique fondamentale parce que nous sommes face à une situation sans précédent. Donc il ne s'agit plus simplement d'adapter, de jouer avec de vieilles catégories éthiques ou une vieille déontologie, parce qu'on est face à une question sans précédent. J'ai dit l'alternative qu'on vous pose aujourd'hui, puisque c'est une question d'infertilité. Donc, si votre enfant est atteint de mongolisme, oui, alors moi je dis mongolisme, voilà, pour différentes raisons. Parce que je suis contre le réductionnisme génétique. Je veux dire, trisomique, enfin, ça ne correspond pas à des traits physiques qui apparaissent. Alors, moi j'aime mieux, en fait, c'est par défaut, hein, mais j'aime mieux, pour moi, il y a un être humain qui apparaît. C'est pas un trisomique 21. Comme si vous étiez des bisomiques 21. Oh, un bisomique 21. Alors, l'enfant né pourrait dire, ah ben, vous auriez pu faire autrement si je suis affecté, parce que vous pouviez passer par la voie. Alors vous pouviez lui expliquer que passer par cette voie, c'était produire beaucoup d'autres embryons qui, eux, étaient directement éliminés. Mais quand même, il croit que ça le concerne. Ah bon, ça ne le concerne pas, parce que, vous savez, c'est ces raisonnements où le don de la vie, il est constitutif de nous. C'est pas comme si on existait et puis qu'après on recevait un corps avec une défaillance. Ça présuppose qu'on existait avant même de recevoir le corps qui nous a été donné. Donc on se plaint de ce qu'on a reçu comme si ce n'était pas déjà nous, quoi. Bon, et il y a une erreur fondamentale, mais peu importe. Vous voyez, qu'est-ce que vous faites, vous, puisque vous avez l'alternative? Demain, vu comme c'est en train de se passer, donc il faudra faire une manipulation génétique pour que votre enfant résiste à la radioactivité. Truc de base. Puis, faire en sorte qu'on ait bloqué son gène de vieillissement, pour pas qu'il vieillisse, voilà. Et donc vous, parce que vous êtes chrétien, c'est-à-dire niais, enfin, non, criminel, hein. Vous êtes chrétien, donc criminel. D'ailleurs, vous aimez un criminel, un malfaiteur crucifié. Votre enfant, vous allez le priver de ces choses, parce que vous allez choisir la voie sexuelle, comme des bêtes. Pour se demander alors, pourquoi les chrétiens, qui sont si spirituels, tiennent tant à leur animalité. Bon. Donc, comme des bêtes, vous avez fait un enfant sans réfléchir, sans que ce soit calibré, sans avoir même passé votre brevet de compétences parentales. Vous avez fait ça un peu comme ça, à la légère. Vous êtes chrétien, vous êtes complètement léger, quoi. Et votre enfant un jour revient de l'école et vous dit, voilà, Kevin, il a un implant cérébral directement connecté au serveur de la bibliothèque, pour les examens, c'est vachement bien. Moi, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'on est chrétien. Oui, puis Kevin, il ne vieillit pas, il ne va pas mourir. Ben, toi, mon fils, tu vas crever parce que on est chrétien. Si tu ne meurs pas, tu risques de rater la vision bénéfique. Bon, c'est difficile à expliquer, hein, à un gamin de 13 ans. Donc la question est la suivante, pourquoi est-ce qu'il est bon de maintenir? C'est une question qu'on ne s'est jamais posée auparavant parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est à ce niveau-là que se situe la réflexion. C'est à niveau, vous voyez à quel niveau de radicalité il faudrait montrer qu'il est bon
qu'il vaut mieux être un trisomique qu'un cyborg. Cette démonstration n'a jamais été faite, je veux dire, avant en 2000. Vous voyez, je veux dire, il faudrait montrer, déjà il faudrait montrer ça, et même il faudrait montrer qu'il est mieux d'être mortel qu'immortel. À supposer que ce soit possible encore. Ou qu'il est mieux d'avoir une vie avec une longévité, je dirais, limitée, parce que c'est pas... vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, mais pour des raisons sociologiques, c'est-à-dire qu'on est exposé à beaucoup plus de gens, on rencontre beaucoup plus de gens, on n'est pas dans son village à épouser la fille du voisin, vous voyez, bon, c'est compliqué, mais surtout parce qu'on meurt beaucoup plus tard. Les gens qui restaient avec la même femme, ils mouraient à 35 ans, après ils passaient à une autre. Le mariage était indissoluble, mais il y avait la mort. On respectait l'indissolubilité parce qu'il y avait la mort. Maintenant, regardez l'espérance de vie de la femme occidentale. Voilà, quand vous dites oui, vous savez que vous en avez pour un certain nombre d'années, si ce n'est perpétuité, parce que l'expérience de la femme est plus grande que celle de l'homme. Mais vous comprenez que si vous bloquez le processus de vieillissement, si vous créez une longévité, vous arrivez à des problèmes générationnels énormes. C'est-à-dire la fille enfin la mère qui est en concurrence avec sa fille, qui pourra avoir les mêmes petits amis, si vous voulez, alors que vieillir, mourir, c'est laisser place à la génération suivante, et ça fait partie du don de la vie, tel qu'il existe ici-bas. Donc, il va falloir montrer des choses qu'on n'avait jamais montrées auparavant, et vous voyez bien que là, on n'est pas dans des petites questions de bioéthique, de déontologie ou de trucs, on est dans des questions fondamentales, radicales, qui exigent même un questionnement si radical que seul le niveau métaphysique, voire même le niveau théologique, peut répondre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'avoir un enfant par voie sexuelle, et qu'est-ce qu'il y a dans le fait de l'avoir par voie biotechnologique? Vous vous souvenez, hein, dans la sexualité, on donne la vie telle qu'elle, sans l'avoir comprise. Et donc, quand on entre par la voie sexuelle, même s'il y a la possibilité, il y a un abandon et une providence, il y a la possibilité de quelque chose dont on n'avait pas très envie, ça c'est évident. Mais quand vous entrez dans cette dimension-là, vous dites oui à la vie. Alors que par voie biotechnologique, vous dites oui à votre projet sur la vie. Vous voyez la différence entre dire oui à la vie et dire oui à votre projet. Quand vous passez par la voie sexuelle, c'est que vous dites que la vie, comme telle, est bonne. Et vous êtes dans une sorte d'assentiment au monde, d'assentiment à l'être tel qu'il est donné, et qui a une profondeur radicale. Alors que quand vous êtes par la voie biotechnologique, tout doit être réduit à votre plan. Et vous êtes dans une sorte de... Par voie sexuelle, vous dites oui, ça veut dire vous entrez dans cette voie qui a été... En fait, qui vient de l'animalité, hein, que nous portons en nous, qui, vous voyez, avec toute cette histoire de l'univers qui a conduit... Et donc vous dites oui à l'univers. Et vous dites, en vous abandonnant comme ça, il y a un sens à l'univers. Mais quand vous dites, non, ça doit être conforme exactement à mon projet, ce à quoi vous dites oui, c'est une sorte d'îlot de planification dans un monde qui, lui, reste chaotique et insensé. Accepter la voie sexuelle, c'est justifier l'histoire de l'univers, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas de la voie biotechnologique où on lutte contre la nature. De là d'ailleurs la supériorité du mongolien sur le surhomme. Supériorité incroyable. J'ai découvert récemment, grâce à mon filleul qui fait des études de médecine et qui m'envoie régulièrement certaines de ses découvertes, donc les taches iriennes de Brushfield. Vous connaissez tous ça? Il y a une personne qui connaît. Mais c'est parce qu'elle a des contacts avec mon filleul. Les taches iriennes
les enfants trisomiques ont un signe qui n'est pas pathologique, mais simplement pathognomique, c'est-à-dire qui est le signe qu'ils sont trisomiques, mais ce n'est pas une maladie, si vous voulez, ça ne détruit en rien leur œil. Ils ont autour dans l'iris, ils ont quelques taches blanches, en fait, qui donnent autour de la pupille, en fait, une sorte de couronne. On voit ça parfois, voilà, en train de montrer la photo là. Une couronne, mais vraiment une couronne de lumière autour de l'iris. C'est très étonnant. Alors, vous voyez, c'est dans l'œil de la plupart des enfants trisomiques. C'est très étonnant. Et pourquoi est-ce qu'il y a une supériorité? Bien sûr qu'il est moins performant. Parce que l'échelle, si l'échelle c'est la performance, il est moins performant. Mais ce qu'il apporte, c'est la simple joie de vivre. La simple joie de vivre. Ce que ne peut pas apporter un surhomme. Parce que le surhomme, il est dans la nécessité d'être performant. Le surhomme, c'est celui qui fait des burn-out. Il n'en peut plus. Il faut toujours qu'il soit up to date. Et up to date, pardon, j'ai mal prononcé. Pour être up to date, il faut à chaque fois qu'il se reprogramme, qu'il achète les dernières prothèses, derniers cris, etc. Enfin, c'est épuisant. Il n'a pas, parce que vous voyez, on l'a fabriqué pour être le plus performant dans une société concurrentielle, libérale, capitaliste, tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on a mis en couvette, qu'on a sélectionné, qu'on a. Je dis souvent, les concours d'entrée qu'on fait dans les grandes écoles quand vous avez vingtaine d'années, ben là on les fait dès l'éprouvette. C'est une manière de régler beaucoup de problèmes. Mais en fait, en réalité, vous l'avez fait dès l'éprouvette, mais ça veut dire que vous entrez dans une voie de concours permanente. Tout le temps, il va falloir être le plus performant. Et donc, il n'y a aucune joie de vivre. Vous éteignez complètement la joie de vivre. Vous êtes dans ce culte de la performance, vous éteignez complètement la joie de vivre. Vous voyez, l'infériorité, l'esclavage de cet être toujours plus performant. Et puis, comme vous le savez, je ne sais pas combien de temps je peux parler, en fait. Vous faites des signes, hein. L'autre chose aussi, c'est que, toujours sur... si vous... En fait, c'est Joseph qui en raconte ça. Là, ça marche. Bon, vous me dites quand je le vois, vous faites une grimace. L'autre problème, c'est du surhomme, c'est que quand vous vous mettez à indexer la naissance sur l'innovation technologique. Le principe de l'innovation technologique, comme vous le savez, c'est quoi? C'est l'obsolescence. Le principe de l'innovation technologique, une innovation disruptive qui fait que ce qu'il y avait avant est à mettre à la poubelle. D'accord? Donc vous comprenez pourquoi le surhomme est un homme jetable. Plus encore, enfin, aujourd'hui on pense que les enfants trisomiques sont des êtres jetables, enfin plutôt on les empêche de naître. Mais en réalité, ça sera pire encore pour le surhomme. Parce qu'en fait, vous allez être fabriqué à partir d'une certaine époque de la connaissance technologique. Donc on va essayer de vous faire au mieux, mais déjà, vous voyez, l'année suivante, on a mieux. Donc vous êtes obsolète. Vous voyez, soumettre, vous voyez, le vivant à la biotechnologie, c'est en fait de soumettre à un processus d'obsolescence permanente. Il n'y a pas d'obsolescence dans la naissance, parce que la naissance n'est pas une innovation, c'est un renouvellement. Et peut-être encore plus révolutionnaire que toutes les innovations. Il y a une phrase
de Mandelstam, un poète russe aussi, Mandelstam, qui disait, si je me souviens bien, accueillir et justifier le passé, pourquoi ne serait-ce pas au moins aussi révolutionnaire que d'inventer des choses nouvelles? C'est très beau. Quand on a un enfant, on fait quelque chose que tout le monde a déjà fait avant nous, et en même temps, c'est un renouvellement complet de notre existence. Parce que ce n'est pas le progrès d'un objet, d'une performance dans le monde tel que je l'ai planifié, mais c'est la vie qui apparaît, c'est un renouvellement du monde tout entier, c'est le jaillissement d'un nouveau sujet qui me fait face. Et c'est pas la même chose. Enfin bon. Donc, là encore, vous voyez, je suis en train de vous montrer des choses qu'on n'avait pas à montrer auparavant. Et c'est à ce degré d'interrogation que doivent nous situer les nouvelles technologies. L'un des seuls grands philosophes qui a été jusqu'au bout de cela, c'est un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, auteur du principe responsabilité. Il s'agit de penser l'éthique à l'époque de la technologie. Et il dit, au fond, on a été troublé par l'idée de produire un homme authentique, ou un homme parfait. Il parle de l'homme authentique. Et il dit, l'homme authentique, c'est l'homme ordinaire. Il n'y a pas mieux. C'est ce que nous fait comprendre le projet technologique de fabriquer un homme nouveau. Parce que cet homme nouveau, en fait, sera nécessairement un homme, cet homme augmenté, sera nécessairement un homme diminué. C'est-à-dire un homme inséré dans une planification, dans un dispositif, dans des rouages, qui aura à chaque fois besoin de s'acheter des nouvelles prothèses, de se mettre à jour, de se payer, et qui est entièrement dépendant du dispositif technologico-marchand. Et donc on découvre qu'il y a quelque chose dans le don de la vie pour la première fois, vous voyez, dans ce qu'il a d'obscur, dans son imprudence et son abandon à la providence, si j'ose dire, comme suprême prudence, une prudence qui échappe à nos planifications, et qui dépasse nos planifications. Eh bien, cela, c'est quelque chose qui se dévoile à notre époque, à partir de l'alternative qui nous est posée. Mais c'est à ce niveau-là que nous devons placer le débat. Alors, je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si ça vous a apporté quelque chose, mais je voudrais maintenant apporter deux précisions que le début de ma conférence laissait en suspens. D'abord, la distinction entre technique et technologie, et puis autre chose, c'est-à-dire d'où vient la possibilité, alors même que les deux logiques sont différentes, la possibilité d'une technologie du vivant. Comment est-ce que ça ne nous saute pas aux yeux qu'un vivant c'est un vivant et que ce n'est pas un appareil technologique? Or, là, je dois accuser fortement les chrétiens modernes. Parce que ce qui est la cause de la perte de la spécificité du vivant, c'est un certain spiritualisme. Vous savez, c'est un mot que ça parle de l'homme, mais ça parle aussi de tous les autres vivants. À une certaine époque, on peut appeler les temps modernes, mais où ça va être systématisé, mais qui est en fait un retour d'une vision dualiste gnostique, vous voyez, on va avoir cette idée curieuse que ce qui est vraiment important chez l'homme, c'est pas qu'il soit un vivant, puisqu'il a ça en commun avec les autres animaux, c'est qu'il est un esprit. Donc l'homme est d'abord un esprit. Spiritualisme, c'est ça. Il est un esprit. Alors, les gnostiques diront il est emprisonné dans un corps, il est puni dans un corps charnel. Là, ça va être plus modéré. On va dire c'est un esprit qui est associé, logé, uni à une machine. Et c'est d'emblée parce qu'on a commencé à voir le vivant comme une machine, c'est-à-dire sur un modèle technologique. Si le vivant n'est qu'une machine, finalement, pourquoi ne pas utiliser les méthodes de la machine? Vous voyez, la vraie question, c'est qu'il faut repenser ce qu'est un vivant et sortir de ce réductionnisme technologique sur le vivant. Et vous voyez que ça vient de ce qu'on peut appeler un dualisme post-cartésien qui vient après Descartes. Ce n'est pas Descartes le coupable, hein, parce que Descartes pense effectivement
de la chose qui pense, la chose étendue qui répond au mécanisme, mais il dit qu'il y a un troisième mystère qui est l'union des deux. Là, vous voyez, on ne va plus penser l'union, on va penser la juxtaposition. Et c'est ça le problème de la modernité. Or, vous savez que, au fond, derrière ça, c'est un résultat de l'apologétique, d'une certaine apologétique chrétienne. Vous savez qu'on a voulu montrer, vous avez entendu parler de l'intelligent design. Vous savez, cette manière de dire, regardez comme c'est bien fait un être vivant. C'est une machine ou un appareil hyper sophistiqué. Or, pour qu'un tel appareil hyper sophistiqué existe, il faut nécessairement qu'il y ait une intelligence qui les produit. Et là, vous êtes content parce que vous avez réussi à fournir une preuve de l'existence de Dieu. Comme si c'était ça le plus important. Je rappelle que les démons savent que Dieu existe et ils n'en sont pas meilleurs. Donc, mais de quel Dieu vous avez prouvé l'existence? Et à quel prix? Vous avez opéré une double réduction. Dieu, le Dieu dont vous avez prouvé l'existence, c'est un ingénieur. Donc, vous avez produit en fait l'apothéose de l'ingénierie, au terme de votre raisonnement. Et deuxièmement, vous avez réduit un être vivant à un appareil. Vous voyez? Vous n'avez pas vu la spécificité du vivant. Et à partir de là, vous avancez triomphant, mais en réalité, vous ouvrez la voie à ceux qui vont dire, bah, voyez, donc, c'est des appareils, ça a été fabriqué par Dieu, nous sommes des esprits, au nom de notre esprit, on pourrait modifier le truc, le rendre encore plus spirituel, c'est des machines, Père, sur eux. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose dans la biotechnologie qui relève d'une hérésie spiritualiste, dualiste, qui fait qu'en fait on pourrait ne plus passer par, on pourrait conserver notre humanité et notre spiritualité en ne passant plus par notre animalité, notre sexualité, mais en faisant de cela un simple support mécanique qu'on pourrait modifier à notre guise. Et c'est un fond dualiste et spiritualiste qui a rendu possible l'idée qu'on pourrait faire des biotechnologies comme quelque chose qui est un vrai perfectionnement humain. Vous avez suivi le raisonnement? Oui. Donc vous avez compris que je suis ennemi de l'intelligent design. Moi qui suis un hyper-darwinien, sous un certain rapport, je pense que le vivant est apparu par hasard. La complexité des vivants, voilà, s'il n'y avait aucune nécessité, je vais souvent expliquer ça à mes étudiants, pour une raison très simple. Alors attendez, ça suppose quand même une intelligence qui organise tout ça, parce que pour qu'un être aussi sophistiqué, si vous voulez, pour reprendre un modèle mécanique, que le vivant, qu'un être vivant, comme un mammifère, si vous voulez, supérieur apparaisse, ça suppose qu'il y a déjà une disposition dans la matière pour aller vers cette complexification et vers cette organisation. Mais l'idée que c'est un pur programme, avec un Dieu ingénieur, c'est irrecevable. Darwin, en affirmant la part importante du hasard, en fait, nous donne une idée beaucoup plus haute. Il a manqué de théologie, c'était ça son problème. Une idée beaucoup plus haute de l'opération divine que les modèles mécanistes ou d'ingénierie. Parce que regardez, dans notre vie, bien sûr qu'il y a un ordre, il y a des structures biologiques stables, etc. Mais les choses les plus hautes qui se passent dans notre vie, est-ce qu'elles sont des choses qui sont programmées, relèvent du programme, est-ce qu'elles relèvent de la rencontre? Est-ce qu'il a été programmé que j'épouse ma femme? Pourtant, c'est l'événement le plus important de ma vie, je veux dire. Ah non, c'était une rencontre. Il y a du hasard, ça aurait pu ne pas se faire. Mais Dieu est le seul, parce qu'il est transcendant, à pouvoir agir à travers le hasard. Ce qu'on appelle la providence, justement. Il n'est pas la même chose qu'un programme. Et donc, vous voyez, si dans nos vies, les choses se font par loi, mais aussi par rencontre, et plus encore par rencontre que par loi, donnant une infrastructure, en fait, à la possibilité de la rencontre, il faut penser que déjà aussi l'apparition du vivant s'est faite par des rencontres qui auraient pu ne pas avoir lieu. Qui maintenant qu'elles ont eu lieu, ben oui, elles ont eu lieu, ça y est.
tout ce qui a eu lieu devient nécessaire. Mais vous voyez, de ce point de vue, vous comprenez? Et donc, il faut faire attention à ça, parce que sinon, on tombe dans la vision d'un Dieu ingénieur, mais déjà vous avez réduit le vivant à un système d'ingénierie, et pourquoi pas donc le transformer, le démonter, le voir comme un mécano qu'on pourrait prendre à notre église. Vous voyez, c'est une question très profonde ici, et dont beaucoup de chrétiens bien intentionnés, intelligent designers, se sont réalisés. Enfin, mon deuxième point, c'est sur la distinction, je vous l'avais dit, technique et technologie. Je vous ai dit que l'homme était un être essentiellement technique. Ça ne veut pas dire qu'il est plus essentiellement un être de technique qu'un être de technologie. Parce que la technique, il y en a toujours eu, la technologie, il n'y en a pas toujours eu. Alors, vous allez dire quelle est la différence entre les deux? La technique, techné, qu'on traduit par ars en latin, l'art, c'est un savoir-faire. Et c'est une vertu de l'intelligence pratique qui s'acquiert par répétition des gestes. C'est donc une perfection du sujet. Où se trouve la technique du footballeur? Dans le footballeur. C'est le sujet, c'est lui. Technique, la technique de Mbappé, c'est technique, c'est sérieux. Et c'est lui, c'est la perfection de Mbappé. Si vous parlez d'un violoniste, il a un outil, un instrument qui est son violon, mais son savoir-faire, il est en lui. C'est David Oistrakh, et voilà, qui sait jouer. C'est une perfection du sujet. La technique est une perfection du sujet. La technologie est du côté d'une perfection et d'un progrès des objets. Et vous ne progressez pas, mais l'objet progresse. Imaginez une balle de foot à tête chercheuse. Voilà. Vous l'effleurez du pied et elle va trouver la lucarne. Ça, c'est le progrès technologique. Le progrès technologique, c'est que vous êtes passé de la plume à la dictée vocale Siri, mais en entre-temps, donc il y a eu un progrès, vous voyez, de l'objet, mais entre-temps, vous n'avez pas appris à penser ou à faire de la poésie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la logique de la technologie, c'est une logique de délégation, qui était fortement pensée par Ivan Illich, grand penseur, mais avant lui, par Platon. Quand il posait la question de l'écriture, l'écrit comme le fait de confier nos paroles à des supports qui ne parlent pas. Une sorte de délégation du savoir au livre. Alors que le savoir doit être vivant dans notre esprit. Et déjà, il avait vu ça, ce problème de la délégation. La technologie est toujours liée au fait qu'on délègue à un dispositif ce que nous pourrions faire par nous-mêmes. Et pourquoi on le délègue? Parce que c'est plus facile, plus rapide, mais aussi parce que ça se paye avec le développement et la marchandisation des choses, fait que voilà, ce qu'on pouvait faire par soi-même, désormais, on doit l'acheter. Donc vous voyez, ce qui se joue ici dans la technologie, c'est que vous voyez que le progrès technologique implique une régression par du temps technique. Vous connaissez la grande phrase de Paris, vous achetez des choses, vous ne savez même plus les réparer, voilà, et les autres savaient fabriquer des choses. Autrefois, nos pères ils arrivaient à bâtir une maison, ils arrivaient à... C'est incroyable. Moi, je suis effrayé de mon incompétence technique. Vous connaissez la phrase de Michel Houellebecq dans les particules élémentaires, hein, qui dit « Les compétences techniques sont largement inférieures à celles d'un homme de Néandertal ». Ah, ça vous dit bien un rapport entre progrès technologique, progrès technique, et un progrès technologique qui fait qu'on est inséré dans un dispositif où tout nous arrive un peu tout. Oui, c'est plus facile, bien sûr, c'est magnifique, on peut s'élivrer à l'état d'élucubration pendant ce temps, mais il n'en demeure pas moins que nous avons perdu des savoir-faire. Et en réalité, nous perdons tout, on nous prive même de notre attention. Vous avez peut-être vu ce livre là, qui vient de sortir de Bruno Fatino qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». On nous apprend que les dispositifs technologiques que nous avons nous laissent un temps d'attention de 9 secondes, ce qui est légèrement supérieur au poisson rouge qui a 8 secondes.
Donc il parle de ce monde où on est dans son bocal de verre, vous voyez, avec cette mémoire extrêmement brève et cette capacité d'attention extrêmement brève. Et là, on voit bien, vous avez une super puissance, vous avez la 5G, et vous allez pouvoir télécharger des tas de choses, mais le temps que vous devez passer à les lire et à les méditer restera toujours le même. Il sera même plus long parce que vos capacités d'attention seront plus faibles, vous devrez faire plus d'efforts. Donc vous voyez, ce phénomène de régression technique. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que la technologie n'est pas du tout la merveille que l'on croit. Et il ne s'agit pas de la faire disparaître, parce que c'est une capacité humaine, bien sûr, il y a des ingénieurs, il y a des choses magnifiques qui se font dans le domaine de la technologie, mais il s'agit de faire en sorte que la technologie soit subordonnée à la technique. La grande affirmation, c'est ça. C'est très bien d'avoir YouTube, mais YouTube, c'est bien parce qu'il y a des tutoriels. Si ça vous apprend à faire quelque chose de vos mains, c'est vraiment bien. Mais moi, j'ai appris des trucs en guitare brésilienne par YouTube. C'est pour ça que j'ai des mains, j'ai des ongles longs à la main. Et ça, c'est le bon usage, si vous voulez, d'Internet. C'est-à-dire que, parce que vous êtes dans un lieu où vous n'avez pas accès à un maître, ou parce que vous avez 8 enfants, vous êtes obligé de faire ça le soir à des heures indues, et donc, forcément, voilà, vous avez ce recours-là, vous apprenez à faire des choses. Vous pouvez apprendre à construire des meubles, vous pouvez apprendre... C'est très étonnant. Bien sûr, c'est moins bien qu'avoir un maître. Donc vous voyez, l'enjeu, c'est pas d'abolir toute technologie, mais c'est plutôt de la subordonner à la technique. Par exemple, de comprendre que la PMA, c'est très inférieur à une vraie... Vous savez, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la macro-technologie, je ne sais pas si vous connaissez cette discipline, mais où il s'agit vraiment d'essayer de guérir l'infertilité, et non pas de chercher une compensation à l'extérieur. Et là, vous voyez, vous accompagnez quelque chose et vous essayez de chercher un perfectionnement du sujet. Et donc là, on est vraiment dans un ordre qui est celui d'une technique. La sage-femme, par exemple, accompagne un mouvement naturel, elle est dans l'ordre qui est celui d'une technique, mais pas d'une technologie, parce que ça va rester dur. Vous savez que malgré tout, cette dureté de l'accouchement terrible est liée profondément à des phénomènes d'attachement, puis c'est le modèle de la vie spirituelle, enfin, vous voyez, de la gloire et de la croix. C'est Christ lui-même qui dit, voilà, la femme qui est en douleur, vous voyez, elle gémit, mais quand on lui dit qu'un homme est né, elle oublie, elle entre dans la joie. C'est le mystère de la croix et de la joie, c'est à partir du phénomène de l'accouchement qu'on a le lieu le plus exemplaire. Donc, vous comprenez que l'enjeu ici, c'est vraiment de comprendre que la technologie doit être subordonnée à la technique, que toutes les technologies sont très inférieures à l'art de la sage-femme, qui est un art humain, qui accompagne une réalité humaine, ce sont des sujets qui sont en présence. Et ça me permet de conclure sur, au fond, aussi une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est l'essence même de la médecine. Vous avez vu que l'Académie nationale de médecine a fait des observations sur le projet de loi de bioéthique que le ministre, Mme Buzyn, a balayé en disant que c'était des vieux cons. Mais les observations étaient très intéressantes, c'est-à-dire se dire, d'abord on est en train, en faisant des enfants sans père, on est dans une rupture anthropologique, il faudrait quand même avoir une précaution par rapport à ça. À quoi je réponds d'ailleurs, nous faisons des enfants sans mère aussi. Parce que je vous rappelle que jusqu'ici, une mère, c'était l'épouse d'un homme, et qu'on était mère avec un père. Une mère sans père, c'est autre chose qui n'a pas encore de nom. Et c'est ça le problème. Ces technologies produisent des choses qui relèvent du produit qui n'est pas encore de nom. Et nous puisons encore dans le vocabulaire de la famille et de la sexualité, alors qu'il faudrait puiser dans le vocabulaire de l'entreprise et de la production. Les vraies relations qui se jouent. Mais bon. Donc, il est dit dans ce texte, on demande à des médecins de répondre à une... Enfin, on
confond une demande sociale et des indications médicales. Et répondre à telle ou telle demande sociale d'une minorité d'ailleurs, petite minorité, et où nous on nous dit est-ce que c'est conforme à la médecine ou pas? C'est pas notre métier. Qu'est-ce que c'est que la médecine? La médecine, c'est un art très particulier qui a pour but de restaurer ce qui était déjà là. Vous savez, des autres arts, l'artisanat par exemple, vous imposez une forme dans une matière. L'agriculture, vous accompagnez le dynamisme naturel d'une forme pour le perfectionner. Taillez votre arbre, prolongez la nature. Et la médecine, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il s'agit de restaurer un dynamisme naturel. Quand vous êtes guéri, c'est que la nature en vous a repris des forces. C'est pas que si vous prenez encore tout le temps des médicaments, c'est que vous n'êtes pas encore guéri. Donc c'est pas le médecin qui... Le médecin est une cause auxiliatrice, adjuvante, qui vient aider la nature à retrouver le dessus, qui écarte en fait les obstacles à la libération en fait des forces de la nature. Donc un médecin n'est pas un fabricant par définition. Il est là pour rétablir, c'est ça le... Alors quand il commence à devenir un fabricant, c'est qu'il a déjà échoué. C'est pas forcément un mal, par exemple, quand il ne peut pas rester une jambe qui a été coupée, vous voyez, et gangrenée, on l'a coupée, bah, il devient un fabricant, et il va mettre une jambe de bois, ou une prothèse. Moi j'aime mieux les jambes de bois, si j'avais une jambe coupée, moi mon modèle ça reste Capitaine Crochet. Là je trouve qu'on a une classe incroyable avec un crochet, une jambe de bois, tous ces trucs avec des matériaux extraordinaires. Franchement, quitte à être un handicapé, il faut en foutre plein la vue, quoi, faire peur. Ah non, mais imaginez, vous rentrez ici avec une jambe de bois, un crochet, un bandeau sur l'œil, vous aurez beaucoup plus impressionné. Alors, le propre, vous voyez, c'est pour ça que dès le départ, le serment d'Hippocrate, celui d'Hippocrate, disait qu'on ne devait pas pratiquer d'avortement et qu'on ne devait pas donner de poison. Parce que la tâche du médecin, c'est de rétablir la vie et pas de... Alors, vous comprenez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça le projet de la loi bioéthique. Et ce qui fait que les médecins sont en train de se révolter. Ils commencent à comprendre ce qui se passe. Parce que quand vous faites des études de médecine, vous voulez faire des études de médecine normalement. Bon, il y a certains qui pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, etc. Mais aujourd'hui, on voit que c'est terrible, surtout en France. Donc ils s'abandonnent déjà, c'est qu'ils veulent soigner leur prochain. Ils ont l'impression d'aller dans le sens de la vie. Et là, on leur dit, non, désormais, vous serez... Alors certains seront ingénieurs de fabrication, et les autres seront tueurs à gages. Voilà. Vous avez choisi de faire médecine, vous ferez tout sauf de la médecine. Vous ferez de l'ingénierie et une forme moderne d'assassinat à gage, enfin avec consentement de la victime, comme j'ai engagé un tueur, c'est celui de Lois Macri. Ça s'appelle l'euthanasie ou le suicide assisté. Et vous vous dites, vous avez fait médecine pour ça. Donc, la technologie ne vient pas non plus au secours de la médecine comme telle quand elle réduit la médecine à un art de fabrication ou un art d'extermination. Et c'est pour ça que la crise est aussi une crise profonde qui affecte le corps médical lui-même. Voilà, merci. J'espère que tout le monde m'entend. La technologie nous permet d'avoir deux micros avec deux surfaces différentes. Oui, mais la technologie vous permet de ne plus savoir projeter votre voix. Possible. Vous vous rendez compte que pendant les conférences de Carême, Lacordaire, le premier prédicateur, ce dominicain, il remplissait toute la nef de Notre-Dame avec sa voix parce qu'il parlait en chair. Et là maintenant, on amplifie des messes basses en permanence. Les gens ils savent même qu'ils ont cet organe phonatoire, une puissance extraordinaire en eux. Et quand vous dégagez votre voix, vous avez une sorte de vibration intérieure incroyable. Donc voilà ce que vous avez perdu avec le micro Joseph. Ne vous inquiétez pas, je me récupère de temps en temps sur scène.
Merci beaucoup, Fabrice Adjad. On ne va pas rester trop longtemps, mais néanmoins, on se ménage un créneau pour 3 questions. Donc si quelqu'un veut poser une question, réagir à ce que Fabrice Adjad nous a transmis pendant cette heure et demie, c'est le moment. Je vais lever la main et je viendrai à votre micro. Oui. Vous avez dit que lors de la création, vous critiquiez le concept de Dieu ingénieur qui crée l'homme. Vous avez dit que Darwin utilisait la notion de hasard et que c'était très intéressant. Et après, vous l'avez comparé à une rencontre de 2 personnes et à la providence. Mais le hasard et la providence, ce n'est pas la même chose, et Dieu n'est pas un homme. Enfin, l'homme a une conception du monde qui est très limitée, alors que Dieu sait tout. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu concevoir le corps comme un ingénieur, en fait? Alors, le modèle de l'ingénieur, c'est le modèle de quelqu'un qui travaille sur une matière extérieure et qui a tout anticipé dans le temps, c'est-à-dire par avance. Or, Dieu n'anticipe pas dans le temps. Il est au-dessus du temps. Mais la différence, tous les instants du temps sont simultanément présents à Dieu. C'est la forme de l'éternité. Et donc, il y en a sous un certain rapport, vous voyez, Dieu a conçu le premier instant de l'univers en même temps que son dernier instant, en fait, que tous ces instants futurs. Vous voyez, donc c'est pas. Et c'est comme si, imaginez, en temps réel, comme on dit aujourd'hui, il répondait, c'est-à-dire que le péché qui va être commis là, il y répond aussi à partir de tout ce qui va précéder. Donc il ne faut pas le penser comme quelqu'un qui serait dans le temps et qui anticiperait les choses. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr qu'il y a une différence entre le hasard et la providence, mais ce n'est pas une différence matérielle. Parce que matériellement, ma femme, je l'ai rencontrée, j'aurais pu ne pas la rencontrer. Il n'y a pas de nécessité absolue. Donc c'est du hasard. Mais quand je pense ce hasard par rapport à la volonté d'un Dieu qui agit à travers le hasard, moi j'appelle ça la providence. Vous voyez? Mais matériellement, c'est le même fait. C'est le même fait concret. J'aurais pu ne pas être là ce jour-là. J'aurais pu d'ailleurs plusieurs fois mourir avant d'atteindre cet âge. Vous voyez bien, cette multitude de hasards, c'est des hasards. Absolument pas de nécessité qui fait que je vous parle ce soir, vous voyez. J'aurais pu ne pas être là. Il aurait pu se passer des tas d'accidents, ou même quelque chose de mieux. J'aurais été la reine d'Angleterre, vous voyez, je ne serais pas avec vous en train de... Mais ce que je veux vous dire, c'est que donc, matériellement, c'est quelque chose qui a la nature du hasard, mais quand je pense que ce hasard est pris à l'intérieur d'une volonté divine, voilà. Mais on ne peut pas le penser sur un modèle d'un programme, parce que le programme suppose un être qui est dans le temps et qui anticipe dans le temps et qui projette. Il n'y a pas de projection de la part de Dieu. Il est au-dessus du temps. Vous voyez la différence? Est-ce que je ne peux plus vous... Bon, vous savez, la théologie exige un certain degré d'abstraction, qui est difficile. Mais quand vous arrivez à l'atteindre, tout d'un coup, il y a des tas de choses qui se dénouent. Et puis vous avez un plaisir. Non, c'est vrai, il y a des plaisirs que donne la théologie, dont on peut dire qu'ils sont supérieurs aux plaisirs qu'on prend à FIFA sur PlayStation. Certains ont tout un, mais moi, j'en ai fait l'expérience. Une autre question? Oui. Pour les couples lesbiens, serait plus dangereux du point de vue du transhumanisme par rapport à la PMA pour les couples infertiles? Ah, vous avez raison, j'ai pas dit que c'était plus dangereux. Au contraire, je trouve que ça déploie davantage la logique qui est déjà inscrite dans la PMA, qui est une logique de fabrication, et qui va être soumise, qui peut être soumise au jeu de l'offre et de la demande, comme n'importe quelle logique entrepreneuriale, en fait. Vous voyez, c'est ça ce que je voulais dire.
Bon, l'Église est contre la PMA comme telle. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ce qui est très... À l'intérieur, si vous voulez... Ouais, c'est là où il y a une ambiguïté, en fait, dans ce que j'ai dit. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on pourrait dire, on peut être dans une logique du moindre mal. Et donc, on va lutter, vous voyez, et on doit le faire. Parce qu'on va dire, mais non, là, c'est une extension. Déjà, quand c'était conditionné par l'infertilité, c'était un mal, mais au moins, le référent à la nature existait. Et vous voyez, alors c'est pas qu'on rendait des gens fertiles, hein, c'est pas vrai, c'est pour ça que c'est pas un acte médical. C'est une compensation technologique. Bon. Et on arrive à des logiques qui sont celles du droit à l'enfant, qui sont celles en fait du projet, j'arrive au magasin, ben, j'ai le droit d'avoir un yaourt comme tout le monde, etc. Si j'ai les moyens, pas pouvoir, j'ai un désir très fort d'avoir un yaourt, on ne va pas m'empêcher d'avoir un yaourt, d'ailleurs j'ai faim. Voilà. Donc, on est dans cette logique du droit, mais dont le modèle est à nouveau un modèle de grande distribution marchande. C'est déjà un peu le modèle de l'adoption, non? De l'adoption? Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. L'adoption, ce sont des enfants qui sont déjà nés, qui ont été abandonnés, et c'est un acte très profond. Et un enfant adopté devient un enfant de plein droit. Ça n'a rien à voir avec le fait de produire artificiellement un enfant. C'est pas la même chose. Donc, ce que je veux dire, alors on peut faire un trafic dans l'adoption, etc., à ramener à marcher, mais là c'est un abus. Alors que là, il ne s'agit pas de l'abus. Le trafic, c'est la chose même qui est en jeu. Et j'ai eu tendance à dire une chose, et alors à ce moment-là, il faut que je me corrige, et vous avez raison, je dois me corriger. Vous savez que j'ai un peu parlé comme Marx dans son discours sur le libre-échange. Voilà. Maintenant, vous m'avez compris, je peux m'arrêter. Non. Donc, dans son discours sur le libre-échange, vous savez, Marx dit que le libre-échange est une catastrophe, mais il va conduire la société capitalisme à son terme, qui va être une révolution. Parce que ça va tellement dévaster les choses que... Et donc, il dit, je suis pour le libre-échange. Et mon raisonnement a eu tendance à être, regardez, allons jusqu'au bout, vous allez voir, parce que ça va révéler, au fond, la nature de la chose. Donc, il n'y a pas à lutter, il n'y a pas à manifester, peut-être, le 6 octobre. Mais ça, vous voyez, c'est terrible, c'est ça ce que vous avez compris. Non, il faut encore résister autant que possible. Et si on peut être du côté du moindre mal, ben voilà. Vous savez, si par exemple vous êtes dans une situation où vous avez le choix entre le préservatif et la pilule, ben, il faut choisir le préservatif. Vous comprenez? C'est-à-dire que les deux sont... Mais il y en a un qui est, je dirais, mécanique, qui en plus vous apparaît nettement, surtout pour l'homme, comme une peine. C'est embêtant, si vous pouvez le mettre, comment on fait, etc. Mais à la différence de la pilule qui agit chimiquement sur un organisme, qui, en plus, la plupart des pilules aujourd'hui ont un effet abortif, voilà, etc., au cas où. Donc vous voyez, il y a une évidence. De la même façon, il y a une différence, et il faut qu'on ait le sens de ces degrés. Par exemple, entre le don de sperme, qui existe depuis la nuit des temps, c'est pas difficile, et le don d'ovocytes. Vous voyez, aller chercher un ovocyte dans le corps d'une femme, ça n'existe pas depuis la nuit des temps. Hein. Vous voyez, c'était un éventrement, ça ne marchait pas. Donc, vous comprenez, on doit aussi apprendre à dire, voilà, garder le minimum de conscience, de rattachement de la chose à ce qui est la nature. Mais, vous voyez bien qu'en réalité, on est dans ce problème de deux logiques qui ne sont pas compatibles entre elles. Et c'est pour ça qu'on est contre la PMA d'emblée. Une fois qu'elle est acceptée, on voit un processus qui est en train de se passer et qui est presque fatal, parce que c'est la déontologie même de la fabrication qui est en jeu. Mais on doit malgré tout y résister autant que possible. Voilà, c'est ça le...
comprendre l'interprétation, je dirais, spéculative de ce que je fais, et puis les conséquences morales. L'agir moral, c'est autre chose. Une dernière question. Choisissez bien. Merci Fabrice pour votre intervention de ce soir. Ma question est liée au fait que lorsqu'on commence à avoir un regard critique sur la technologie, souvent le risque c'est d'être dans le contrepoids tout à fait inverse. Vous l'avez dit, être dans un anti-technologisme nous fait miroiter le fantasme d'un retour à la nature. Quand on prend la technologie dans un complexe plus grand qui est le complexe technologico-marchand, on vient à penser que de la même façon, on pourrait s'orienter vers une forme de don totalement gratuit au-delà de l'intérêt marchand qu'on pourrait retrouver. Une critique de la marchandisation. Tout à fait. Et dans ce panel, il y a aussi la question de la performance et de l'efficacité, où on pourrait croire de la même façon qu'un rejet de la performance nous conduit de fait à chercher une utilité parfaite dans l'action, ou miroiter le fait que simplement l'inutile a sa place. Alors, en fait, c'est parce que je pense qu'il y a une efficacité qui est proprement humaine. Comment la discerner? Comment discerner cette efficace proprement humaine? Alors, du point de vue de la terminologie, je me permets généralement de distinguer ce que l'anglais ne permet pas, parce qu'il n'y a qu'un seul mot, mais en français, on peut distinguer efficacité et efficience. L'efficacité est quelque chose de très noble. C'est normal qu'on cherche à être efficace. J'espère, par cette conférence, que j'ai été efficace dans le sens où je vous ai permis de penser. Il y a une efficacité propre. Alors, la grande différence, je pense que la chose se joue à deux niveaux. D'abord, l'efficacité, elle est finalisée. On vise quelque chose. Elle est liée à un rapport, à une finalité. Alors que l'efficience est généralement l'accumulation d'un stock, on pourrait dire, d'outils qui pourraient nous servir à des tas de choses différentes. Donc, par exemple, la question de l'énergie. On ne cesse de produire énormément d'énergie, mais qui sont des énergies dont on ne sait pas à quoi elles doivent servir. Elles peuvent affecter à ceci ou cela. Vous voyez, et donc, on est dans une efficience énergétique. En revanche, quand vous regardez la notion d'énergie, par exemple, chez Aristote, c'est précisément l'énergie, c'est toujours ce qui est... C'est l'acte, hein, en fait, ce qui est lié à une finalité, qui tend toujours vers une fin. Et donc, c'est toujours quelque chose qui correspond à une nécessité dans un être. Donc, ce qui est efficace, ici, c'est ce qui est ordonné toujours à une finalité. Et après, penser l'efficacité ultimement, la bonne efficacité, c'est penser la hiérarchie des fins. Pensez, qu'est-ce que c'est la fin ultime de l'homme? Et toute l'efficacité va se réordonner, vous voyez, en fonction de cette fin ultime. Donc, il y a une logique de l'efficacité. Par exemple, c'est la logique, vous voyez, il y a un mot, au cœur de la vie chrétienne, l'efficacité apparaît dans la définition de quoi? De ce qu'est un sacrement. Un sacrement, voilà, merci mon père, je vois ici, il est en train de suivre. C'est l'effet de la bonne théologie. Un sacrement, c'est un signe sensible et efficace de la grâce. Et là, on arrive à une pensée justement de l'efficacité, mais l'efficacité pour la finalité ultime, qui est de vivre de charité, dans la grâce. Mais il y a un autre point, c'est que malgré tout, c'est une finalité humaine, ça ne doit pas ignorer la liberté humaine. Il peut y avoir des logiques d'efficacité qui brisent la dignité même de l'homme. Faire la conversion forcée, par exemple, est un cercle carré, ça n'a aucun sens. Donc vous voyez, l'efficacité du sacrement, bien sûr, elle existe du côté de la chose même qui est donnée, mais le don il est fait pour être reçu. Et là, il pourrait y avoir un obstacle à ce qu'est la liberté humaine. Et donc, en fait, il y a cette question de l'efficacité liée à une fin, hiérarchiser les fins, et que dans cet ordre des fins, on reconnaisse aussi la nature propre de chaque être, si ça doit être accueilli sous une modalité libre, le respect de cette liberté. Par exemple, l'efficacité même de l'évangile, l'efficacité de l'évangile, j'annonce la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça produit? Des gens qui se convertissent,
bien sûr. Mais, vous voyez, l'efficacité de l'évangile, c'est pas que tout le monde se convertit automatiquement. Parce qu'en face, j'ai des êtres libres. L'efficacité, c'est l'efficacité d'une alliance. Ça veut dire que j'ouvre la liberté pour que l'autre réponde. Donc, vous avez très bien annoncé l'évangile, vous êtes un ardent missionnaire, vous êtes crucifié. C'est normal. Ça fait partie de l'efficacité même qui se déploie dans l'ordre de l'alliance. Alors, on pourrait dire, ah, c'est une contre-performance, mais parfois certains croient que être missionnaire, c'est arriver, vous parler, et puis tout le monde vous écoute et ils vous suivent, vous voyez, comme les rats derrière le joueur de flûte de Hamelin. Non. Et ça, c'est un idéal technologique. C'est j'appuie sur un bouton. Et c'est pas ça, il y a une liberté, vous suscitez la rencontre, là encore. Donc la possibilité de refus, donc la possibilité d'être crucifié, c'est normal. Si j'ai bien compris, et que j'ai bien parlé, certains d'entre vous sont déjà en train de préparer les planches, les clous et le marteau. Mais vous êtes trop jetés.